Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Voici le sommaire de ce 13h. L'Institut national de la femme en campagne de sensibilisation sur la loi de répression des infractions commises à raison de sexe. L'objectif est d'inverser la tendance des statistiques. On en parle dans ce 13h. Le commerce anarchique de l'essence en bordure de rue bientôt régulé. Le gouvernement met gratuitement à la disposition des acteurs des mini-stations importées. Les détails dans un instant. Inciter le peuple à trouver un remède aux maux qui gangrènent le pays depuis des dizaines d'années. C'est l'ambition de Simplice Dossou à travers son nouvel ouvrage « L'hémorroïde de ce peuple ». On le découvre dans un instant. Est-ce bientôt la fin du commerce anarchique de l'essence en bordure de rue? Situation qui, pendant longtemps, est restée un os dans la gorge des différents gouvernements qui se sont succédés. Le gouvernement de Patrice Talon semble avoir trouvé la solution avec l'instauration des mini-stations importées gratuitement mises à la disposition des acteurs du secteur. Suivons ce reportage de Jules Akoikou et Alessandra Djotan pour en savoir davantage. L'année passée, le gouvernement a décidé de commander une dizaine de milliers de mini-stations. 2000 sont arrivés depuis le mois de juin, ils sont en train d'être installés. Et d'ici 2024, partout dans le pays, nous aurons ces mini-stations. Ce plan de déploiement annoncé par le ministre des Finances au mois de septembre se confirme. Les mini-stations de vente d'essence sont visibles, déployées dans chaque quartier de Cotonou et dans les périphéries. Quelques-uns sont déjà fonctionnels. Dispositifs et accessoires tout fournis. Nous avons à peu près 2 mois. Pour la vente, pour le moment, ça va. Les gens ont aimé. On fixe les prix en fonction de ceux qui vendent au bord de la voie. Si eux changent, nous aussi on change. Mais si c'est au-dessous de 600, nous on ne change plus. On reste à 600. On en dénombre des centaines à travers la ville, mises en place gracieusement par le gouvernement. Le dispositif est placé dans le souci de la sécurisation de nos produits. Donc c'est un projet phare du gouvernement qui nous a accompagnés dans le système. Le prix est abordable et aussi la vente aussi là. Ça dit si c'est 1 litre là, c'est plein comment on achète ça au bord de la voie. Et cette démonstration pour convaincre les sceptiques. Les ambulants là, comparativement à ça là, sont mesures ça, c'est la même qualité qu'on trouve. Il n'y a pas une différence entre ça. C'est une initiative à saluer parce que bon, ça évite les accidents, les dommages que ça provoque. Ça rehausse l'image de la ville de Cotonou de par l'assainissement du paysage. Il est mieux indiqué de s'approvisionner dans les mini-stations ou stations d'essence. Le commerce anarchique en bordure de rue subsiste toujours, mais jusqu'à quand encore? En prenant ces dispositions, le gouvernement n'entend plus laisser perdurer l'anarchie qui a régné jusqu'ici. Et les acteurs de la filière essence de contrebande ont conscience de sa fin imminente. Ils apprécient à sa juste valeur la portée de la démarche du gouvernement et sont engagés pour l'atteinte des objectifs. Suivez ici un extrait des propos de Henri Assogba, président de l'Association des vendeurs d'essence de contrebande, reçu par Alessandra Djotan sur la matinale 5 sur 7 matin. Le ministre des Finances nous a parlé des mini-stations, ce qui est bien pour la population, parce que du fait d'aligner des bouteilles au bord des grandes voies, c'est-à-dire les voies qui sont nouvellement construites, c'est pas bien, parce que nous, on ne peut pas être en train de penser pour nous et créer de problèmes aux autres. Parce que si on aligne les bouteilles au bord des voies, un piéton ou bien quelqu'un qui est sur sa moto qui dévie, ce que ça va amener, bon, vous voyez, non? Donc, à bras ouverts, nous-mêmes, on a accepté cela et on veut que le gouvernement nous aide pour que tout ça là, toutes ces mini-stations soient réparties sur toute l'étendue du territoire national. Tout le monde a fait l'enregistrement. Oui. Mais maintenant, on a appris que c'est tous les 500 mètres
qu'on doit, si on place une mini-station ici maintenant, on va encore faire 500 mètres avant de placer une autre. Donc ce qui a fait que tout le monde ne peut pas l'avoir. Tout le monde ne peut pas l'avoir, donc ça veut dire que finalement tout le monde ne peut pas vendre de l'essence. C'est ça. Voilà. Donc quand ça arrive comme ça, tu dois commencer par penser à une autre activité. Et vous y pensez déjà? Mais ceux qui n'auront pas, eux-mêmes sur nos forums on dit ça et puis ils savent que de manière progressive ils iront dans une autre activité. Qui dit essence dit déplacement sur la route à moto ou en voiture, et on apprend que la répression annoncée par la police républicaine pour non-respect du code de la route n'a pas encore commencé dans la ville de Lokossa. Pour l'heure, les forces de sécurité publique s'emploient à sensibiliser les usagers sur les bons comportements à adopter sur les axes routiers. Un constat fait par notre équipe de reportage Évariste Zomoron et Samira Tchabimane. Vendredi 1er mars 2024, jour annoncé par la police républicaine pour mettre en œuvre la phase répressive des infractions du code de la route sur toute l'étendue du territoire national. À Lokossa, le commissaire de 2e classe Rodolphe Chimon et ses éléments procèdent encore à une sensibilisation des usagers de la route. Le constat est alarmant. Les passagers ne portent pas leur casque. Les conducteurs également de moto ne portent pas, dans la plupart du temps, leur casque. Nous sommes dans cette sensibilisation pour amener ces passagers, amener ces conducteurs à sensibiliser également à leur tour leurs clients à apporter les casques ou dans la mesure du possible, eux-mêmes qui achètent, si possible, un casque de secours pour faire porter à leurs clients. Le message semble bien passer auprès des usagers de la route. Le port du casque peut nous sauver la vie en cas d'accident. J'ai le devoir de sensibiliser également les camarades conducteurs de taxi-moto, surtout les inviter au respect du code de la route. Très bon, c'est important pour notre conducteur. Et encore les clients que nous on va prendre là, c'est important pour eux aussi. Donc ce que le gouvernement peut faire là, c'est très bon. Et ce que moi je vais demander là, si nous les immédiatement on a porté 2 casques et on a pris un client pour lui donner que bon il faut porter ça, si le client a refusé, comment on va faire? Dans sa phase répressive, les usagers de la route seront verbalisés pour, entre autres, le défaut d'assurance, de visite technique, le défaut de permis de conduire, le téléphone au volant, l'excès de vitesse et le non-port du casque. Quand ça va commencer, sera sans répit. Pourquoi? Nous voulons leur bien. Nous voulons qu'ils soient en bonne santé pour subvenir aux besoins, à leurs propres besoins et aux besoins de leur famille et être utiles au fait à l'État. L'opération de contrôle de routine de la police républicaine démarre donc dans les tout prochains jours dans la cité de l'Espérance. La fermeture de la frontière bénino-nigérienne, malgré la levée des mesures d'embargo de la CEDEAO, préoccupe opérateurs économiques et sociétés civiles au Bénin. Ce dimanche, la Fondation Malekhossou est montée au créneau avec ce cri de cœur qui plaide en substance en ces termes. La réouverture de la frontière terrestre n'a pas de prix, en raison ne serait-ce de la fraternité entre le Bénin et le Niger. Un plaidoyer que les dirigeants de la Fondation Malekhossou espèrent faire porté auprès de la junte nigérienne par la communauté musulmane. Bruno Swahili et Wenceslas Aouimon nous en disent plus. Une semaine après la levée des sanctions de la CEDEAO à l'encontre du Niger, les autorités nigériennes au pouvoir maintiennent le bras de fer frontalier contre le Bénin, et ce, malgré la bonne foi du président Patrice Talon à décrisper la situation à la frontière. Le peuple béninois, avant même cette conférence, a toujours soutenu les Nigériens dans cette situation. La Fondation Malekhossou, comme à son habitude en de pareilles circonstances, a mené des démarches. Elle apporte une réponse aux griefs du Niger vis-à-vis du Bénin. Nos enquêtes nous rapportent qu'une bonne partie de ces conteneurs seraient déjà convoyés vers le Niger par le Togo. Toutefois, en respect de la promesse que nous leur avons faite, nous voulons très respectueusement demander au président de la République de bien vouloir intervenir pour que les conteneurs qui seraient encore en attente dans notre port soient enlevés gratuitement et que les tasses afférentes
soit réduite. Une telle diligence ne ferait que rehausser le positionnement de notre port. Plus loin, la Fondation Malais Hossou sensibilise la communauté musulmane, nigérienne et celle internationale sur l'urgence de prôner les valeurs fraternelles qui ont toujours caractérisé les relations entre le Bénin et le Niger. Nous et les gens du Niger, ce sont les liens familiaux avant les liens politiques. Les Nigériens, ils sont des musulmans, ils n'ont qu'à comprendre ça. Couper les liens familiaux avec le Bénin, c'est dangereux pour nous et pour eux, et devant Dieu. Les marchandises qui sont embarqués au port de Cotonou, à 5 jours, ils sont déjà à Niamey. Maintenant, c'est 3 mois. Mais pour nos frères, pour manifester leur mécontentement, ils préfèrent rester en souffrant comme ça. Mais comme c'est nos frères musulmans, nous ne pouvons pas laisser les bras croisés. La Fondation Malais Hossou entend multiplier les actions, même au plus haut niveau, pour voir la frontière terrestre entre le Bénin et le Niger se rouvrir. Un vœu cher au président Patrice Talon et son gouvernement pour que renaisse le transit entre les deux pays. On n'aura plus dès août prochain les images de la télévision et les sons de la radio comme on les capte auparavant. C'est la fin annoncée de la diffusion analogique au Bénin. Comment évolue la transition en attendant l'échéance d'août? Voici la réponse du porte-parole du gouvernement à l'occasion de son décryptage de l'actualité le vendredi dernier dans les studios de Canal 3 Bénin. Le passage de l'analogique au numérique a un avantage fondamental, c'est de permettre d'avoir des programmes de meilleure qualité. En réception télé chez vous, vous avez de la meilleure qualité d'image et de son. Les spécialistes disent que le numérique, lorsque les conditions de réception sont remplies, permet d'avoir des images au moins 5 fois meilleures à celles que l'analogique permet d'avoir. D'accord. Le numérique permet par ailleurs une bonne gestion des spectres électromagnétiques. Évite les interférences au maximum quand les conditions d'installation sont bien remplies, de telle sorte que vous n'avez pas une chaîne qui chevauche sur l'autre. Et puis à l'arrivée, vous pouvez même sur une seule fréquence avoir plusieurs chaînes. Donc il y a un gain de qualité et d'efficience avec l'implémentation du numérique. Aujourd'hui, au point où nous en sommes, c'est de constater que le gouvernement a pris toutes les dispositions qu'il fallait depuis quelques années en mettant en place les infrastructures, en discutant avec les éditeurs et en faisant le processus tel qu'il l'a planifié pour que toutes les conditions soient remplies aujourd'hui dans notre pays afin que la diffusion des programmes de nos télés puisse se faire de façon numérique. Depuis au moins 1 an, donc depuis février 2023, les conditions étaient déjà remplies et les essais avaient commencé. Et pendant 1 an, on a pu expérimenter cela en même temps que la diffusion analogique se poursuivait. Donc les 2 modes étaient en cours, sont en cours, je dirais même jusque-là. Mais là, on a fait les essais et on s'est rendu compte que c'est concluant et que toutes les conditions sont remplies pour que désormais nous puissions opérer le basculement entier de l'analogique au numérique afin que, comme je le disais d'entrée de propos, nos populations, les téléspectateurs puissent bénéficier de programmes de meilleure qualité. En fait, il a commencé, mais maintenant, à partir du 1er avril, il va s'intensifier parce que zone par zone, on va décrocher à telle enseigne que autour du 15 août 2024, nous ayons réussi totalement le basculement et que les programmes chez nous soient entièrement numériques désormais. Déjà, pour les kits qui sont en place aujourd'hui, il y a eu un effort substantiel de la part du gouvernement qui a renoncé aux droits de douane, qui a renoncé à la TVA sur tous les équipements importés dans notre pays pour favoriser l'accès à la TNT à nos populations. De sorte que les kits qui sont vendus aujourd'hui, ceux que le gouvernement lui-même a acquis, parce que le gouvernement en a acquis un certain nombre, dispatchés dans toutes les mairies de nos 77 communes, et il y a des privés qui ont été homologués par la HAC pour qu'on s'assure que le matériel qu'ils font venir correspond aux normes et spécifications que nous avons retenues. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est qu'en faisant le point de l'étape où nous en sommes, et pour être certain que nous pouvons enfin faire le basculement total, le chef de l'État a instruit la ministre du numérique et de la digitalisation et le ministre de l'économie et des finances à l'effet de voir encore
s'il n'est pas possible de faire une action supplémentaire en subventionnant davantage ce qui est déjà disponible comme équipement sur le terrain. Et là, je vous le dis, les études ont été faites, les simulations ont été faites, et nous sommes aujourd'hui acquis à l'idée qu'un effort pourra être fait encore. Et très certainement que dans les prochains jours, vous allez entendre une nouvelle décision du gouvernement qui fera que les équipements de la TNT vont pouvoir être acquis par nos populations à un prix en dessous de celui pratiqué actuellement, qui est de 13 500 francs, avec toutes les exonérations que le gouvernement avait déjà faites là-dessus. 6 femmes sudistes âgées de 15 ans et plus sont victimes de violences basées sur le genre au Bénin. Ce sont des statistiques de l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant en 2022. Pour inverser la tendance, l'Institut national de la femme travaille à un changement de comportement en disséminant la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison de sexe des personnes et de protection de la femme. Il a rencontré plusieurs acteurs de l'éducation au CGE de Dassa. On fait le point avec Kadnel Kakbo et Pierrette Adayossi. Chef quartier, chef d'arrondissement, secrétaire exécutif, maire, ils sont venus des communes de Banté, Dassa et Savalou s'approprier des dispositions légales sur les violences basées sur le genre. Nous avons eu l'honneur de suivre cette formation qui nous a resituer encore dans nos rôles, dans nos responsabilités face à ce genre de crimes. L'impunité a fait que, par le passé, on se permet de commettre des actes. Aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire, qu'il y a des crimes, des actes criminels qui sont sévèrement punis. À travers cet atelier, l'Institut national de la femme ambitionne renforcer les connaissances des participants sur les infractions commises à raison du sexe des personnes et de la protection de la femme. Il s'agit aussi pour l'INF d'impulser le changement de comportement dans le département des Collines. L'INF a fait l'honneur au département des Collines en le choisissant comme le premier département ayant abrité ces activités au titre de l'année 2024. Nous sommes très honorés et pour cela nous nous engageons déjà en tant que préfet du département, garant de l'application des lois et des règlements dans le département, à porter au plus haut niveau la sensibilisation, faire en sorte que cette loi soit mieux vulgarisée, aussi bien en langue française, qui est la langue de travail, que dans nos langues locales. La prochaine séance sera consacrée à la sensibilisation des apprenants, des collèges et des centres de formation professionnelle aux droits de la santé sexuelle et reproductive, ainsi qu'aux actes de violence basés sur le genre. Le Bénin est riche d'une faune et flore diversifiée qu'il faut protéger et pour cause, plusieurs espèces sont menacées de disparition dont le colobe de Geoffroy, un singe à crinière particulière qu'on ne trouve qu'en Afrique de l'Ouest. Marlène Kassa a tendu le micro à un spécialiste de l'animal qui explique la valeur pour le Bénin de ce singe nommé colobe de Geoffroy. Connectée à la nature et toutes ses richesses depuis son apparition sur Terre, l'humanité aux quatre coins du monde compte sur la vie sauvage et ses ressources issues de la biodiversité pour répondre à ses besoins élémentaires. Devant ce service inestimable que la faune et la flore rendent à l'homme, la Journée mondiale de la vie sauvage est instituée pour leur rendre hommage. Cette journée rappelle également le besoin urgent, sinon vital, d'intensifier la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages et de mettre en œuvre des mécanismes de défense et de préservation des espèces en voie de disparition. Dans ce sens, l'objectif de développement durable numéro 15 s'attache à lutter contre la perte de la biodiversité. Dans une ère où les limites de la fracture numérique sont de plus en plus repoussées, nous sommes au cœur d'une révolution numérique mondiale qui permet à chacun de proposer une solution, d'où qu'il soit, afin d'impacter durablement les espèces précieuses
de la vie sauvage. L'homme doit améliorer sa relation à la nature sauvage. Cela est d'autant plus important du fait des changements climatiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la vie sauvage 2024, les Nations Unies encouragent l'exploration des dernières innovations numériques, technologiques et les autres services pour guider les générations montantes à la coexistence avec les autres êtres vivants. L'homme et la vie sauvage, ensemble dans un monde de plus en plus connecté. Entrons à présent dans l'univers du livre béninois qui s'enrichit au quotidien. Tenez, Un mental de vainqueur, c'est le chef-d'œuvre, le nouveau chef-d'œuvre de 164 pages qui retrace une histoire vraie et vécue, faite d'épreuves et de circonstances difficiles pour aboutir à une victoire, une œuvre qui parle de développement personnel et de spiritualité. Son auteur est journaliste, scénariste et artiste, témoin du lancement de l'ouvrage Benjamin Denayon et Ulvaeus Balogun. Bien plus qu'un simple livre de développement personnel, cet ouvrage est un guide complet, un voyage transformateur pour renforcer le mental et atteindre des sommets insoupçonnés dans tous les aspects de la vie. 7 chapitres composent ce chef-d'œuvre dont le manuscrit, construit autour d'une histoire vraie, vécue, a été finalisé depuis 2010, mais n'a été finalement publié qu'en 2024. Un mental de vainqueur est une source de motivation pour s'élever, faire preuve de résilience et de courage et repousser ses limites. À travers ce livre, j'ai envie de partager 3 leçons principales. La première leçon, c'est que quelle que soit l'épreuve que vous traversez, Dieu existe. Deuxième leçon que je donne, c'est que quelles que soient les épreuves, gardez un très bon cœur et donnez beaucoup d'amour, ça va vous permettre de tenir bon malgré l'épreuve. Troisième leçon que je donne à travers un mental de vainqueur, c'est qu'il faut avoir un grand esprit d'ouverture, savoir aller vers les autres, savoir demander des solutions et avoir l'humilité de partager ce que l'on traverse, de tirer des leçons des autres et puis d'apprendre aussi aux autres des méthodes que vous avez expérimentées et qui sont bonnes pour tout le monde. Au-delà de la littérature, Wilfried Soiganyanvi est aussi un artiste chanteur. Ces paroles inspirantes trouvent ici un écho à travers cet ouvrage, un mental de vainqueur fait de secrets de victoire après des années d'épreuves, d'échecs et de maladies. Un autre livre qui vient de paraître, L'hémorroïde de ce peuple, c'est le titre du dernier ouvrage de Simplice Dossou. Lui, il est écrivain et acteur éducatif béninois. Il veut inciter le peuple à trouver un remède aux maux qui gangrènent le pays depuis des dizaines d'années. Marlène Kassa et Ramantou Lawani étaient au lancement de cette œuvre. L'hémorroïde est une pathologie qui se manifeste par des crises douloureuses et handicapantes. Transposée sur un état, l'hémorroïde de ce peuple se manifestera par des convulsions sociales résultantes des fractures, des inégalités et l'absence de politique commune dans cette société. Et après le placenta de mon pays et les 5 armes pour un Bénin développé, aujourd'hui, nous sommes là pour lancer l'hémorroïde de ce peuple. Et je trouve pour ma part que cette manière de développer les aspects qui sont les aspects essentiels pour un développement d'un pays me paraît être la meilleure manière de contribuer à la construction d'un Béninois de type nouveau tel qu'on le souhaite. En acrostiche, l'auteur identifie dans ce mal des mots que sont la haine, l'ego, la médisance, l'opprobre, la ruse, le régionalisme, l'opinion suicidaire, l'intérêt personnel, le détournement, mais encore l'étourderie. Il faudrait que chacun de nous puissions comprendre que oui, le pays dans lequel nous sommes, il est très important de chercher à connaître les mots qui minent ce pays.
Et à travers ces mots qui minent, nous avons l'hémorroïde. Il faudrait que le mal soit éradiqué et que désormais le Bénin soit reconnu au plan international sous d'autres formes. Vous voyez, qu'on détruit tous ces vices. Lorsque nous n'allons pas les détruire, on ne peut jamais connaître un réel développement. Des solutions et des démarches pour y arriver, l'auteur en propose davantage dans l'hémorroïde de ce peuple qui vient s'ajouter à 2 autres ouvrages qui s'alignent dans le même sens. Le réalisateur Christian Nukpowanou était sur l'écran le vendredi dernier à l'espace Le Centre. C'est à travers sa réalisation Un destin rattrapé. Le film est enfin présenté au public. Un destin rattrapé est la réadaptation du roman de l'écrivain Alexis Félibé. Il pose la problématique de la scolarisation des jeunes filles au Bénin. Le reportage est signé Ernest Tetegou et Anoua Dadja. Tu vas finir par regretter ce que tu es en train de faire là. Un destin rattrapé, un film ancré dans les réalités béninoises. Il est ici projeté aux cinéphiles à travers le programme WA Cinéma. Quelques interprétations des jeux d'acteurs à l'issue de la projection. Un destin rattrapé, c'est un film qui parle de scolarisation des filles, qui parle d'émancipation de la femme et qui parle après tout de violences faites aux femmes. Donc c'est un bel hommage pour nous. Je suis très contente. Et si je n'étais pas venue ce soir pour regarder ça, ça allait me faire très mal. Mon coup de cœur va vers une séquence à la fin. Et donc c'est là où le père qui n'a pas su envoyer sa fille à l'école comme cela se doit, là où il se retrouve dans une cellule, où il repense l'histoire, les choses qu'on aurait pu faire avant, les choses qui se feront après, etc. Il faut que ce film soit traduit aussi dans nos dialectes et qu'on envisage aussi le diffuser aussi dans les campagnes. Dans ce film, il faut que les filles aillent à l'école. C'est le thème central. Nous sommes à notre 28e projection ce soir. Donc le public est habitué. Nous avons en moyenne 100 cinéphiles à nos projections. Ce qui prouve que nous faisons un travail de qualité. C'est depuis 2021 que le programme WA Cinéma oblige les Béninois à regarder leurs films. Les réalisateurs béninois sont invités à plus de propositions. Au Sénégal, des centaines de manifestants manifestent pour une présidentielle avant le 2 avril. En Palestine, plusieurs morts et blessés enregistrés après une frappe près de l'hôpital Arafat. L'interactualité, c'est avec Esther Messiga. Au Sénégal, plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi dans les rues de Dakar. Alors que le dialogue national voulu par le président sénégalais a préconisé l'organisation du premier tour du scrutin de l'élection présidentielle le 2 juin, ces manifestants demandent sa tenue avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall. Ce rassemblement, autorisé par les autorités, a été organisé à l'appel de la société civile et de l'opposition. À l'issue du sommet des pays exportateurs de gaz qui s'est tenu samedi dans la capitale algérienne, les dirigeants adoptent à l'unanimité la déclaration qui condamne notamment les sanctions économiques unilatérales. Selon cette déclaration, ces restrictions affectent négativement le développement et le commerce du gaz naturel et constituent une menace à la sécurité des approvisionnements en gaz naturel. Les États membres du Forum des pays exportateurs de gaz ont revendiqué également les droits souverains absolus et permanents sur leurs ressources en gaz naturel. En Palestine, une frappe israélienne près de l'hôpital émirati à Rafah fait samedi plusieurs morts et plusieurs blessés. Au total, 11 personnes ont été tuées et environ 50 blessées, dont des enfants, alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. L'armée israélienne a affirmé pour sa part avoir mené une frappe de précision contre des combattants du djihad islamique, deuxième groupe armé de la bande de Gaza, et n'avoir causé aucun dommage à l'hôpital dans la zone.
Des milliers de médecins sud-coréens ont manifesté dimanche à Séoul, poursuivant leur bras de fer avec le gouvernement sur une réforme de la formation médicale qui a vu les jeunes médecins démissionner en masse, plongeant les hôpitaux dans le chaos. Quelques 10 000 jeunes médecins ont démissionné et arrêté de travailler il y a près de 2 semaines. Ils protestent contre une augmentation des admissions dans les écoles de médecine à partir de l'an prochain, visant à améliorer l'offre de santé pour une population vieillissante. Ces professionnels poursuivent leur grève malgré la date limite du 29 février fixée par le gouvernement pour qu'ils reprennent le travail sous risque de faire l'objet de poursuites judiciaires, d'arrestation ou de suspension de leur licence médicale. Et voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi.